dans le cadre de notre émission des littéraneutes de mai, on reçoit en différé, un peu en avance, Lorenzo Soccavo, qui est notamment auteur et prospectiviste et chercheur, qui, qui va nous dire justement plus quelques mots sur son activité et sur ses projets. Donc, je sais pas, Lorenzo, vous voulez commencer à vous présenter un petit peu auprès de nos auditeurs? Oui, volontiers. Bonjour, donc bonjour à toutes et à tous, et puis merci pour cette interview, pour cet entretien. Bien, donc, tout a un début, un commencement, disons, bon, ça serait un beau début, je pense, de faire partir cette petite histoire de mars, du printemps de 2000, du printemps de l'an 2000. Printemps de l'an 2000, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais depuis des années déjà, bon, bah, d'une part, depuis la préadolescence et l'adolescence, un grand lecteur de fiction, de romans, beaucoup classiques, 19e siècle. Et puis, en l'an 2000, Salon du Livre de Paris en mars, il y a eu pour la première fois ce qu'ils ont appelé un village e-book. Je ne sais pas si maintenant beaucoup de gens s'en rappellent, s'en souviennent encore, mais à l'époque, c'était quand même, c'était vraiment innovant en l'an 2000. C'était une société qui s'appelait Cital, qui était un petit peu le phare de ce village e-book au Salon du Livre Porte de Versailles à Paris, une société qui était dirigée entre autres, qui avait été fondée entre autres par Éric Orsena et puis le nom m'échappe, mais enfin quelqu'un d'autre de très connu aussi. Et puis, donc je me suis dit, là, Lorenzo, mon garçon, bah, dans ton domaine littéraire, il va se passer des choses avec le numérique. C'est pas forcément opposable l'un à l'autre, soit le numérique, soit l'imprimé. Et donc, je commençais à m'intéresser pendant des années en autodidacte, beaucoup, un peu à la prospective. Je suis formé, disons, sur le tas, un petit peu à la prospective, mais surtout, je me suis intéressé à l'histoire du livre et de la lecture, à l'évolution des supports, des dispositifs de lecture, et puis à l'évolution des pratiques de lecture au cours du temps, au fil des âges. Et puis, en travaillant là-dessus, et puis à partir de mon expérience donc personnelle de lecteur de fiction, j'en suis arrivé à m'intéresser de plus en plus à ce qui se passe quand nous lisons de la fiction, à m'intéresser de plus en plus, et c'est de plus en plus, justement, on le voit bien dans l'actualité, au rapport entre réel et fiction, et puis vice-versa, fiction et réalité, et puis les éventuelles passerelles entre les deux, les éventuelles possibilités de passer ou pas de la réalité à la fiction, de la fiction à la réalité. Qu'est-ce qui se passe quand on se projette, quand on se sent immergé dans une lecture. J'ai rejoint comme chercheur associé le séminaire éthique et mythe de la création de l'Institut Charles Cros. Et puis, de plus en plus, bon, bah, je suis un petit peu entre deux mondes, en fin de compte, comme j'ai toujours été, celui de mes lectures, celui des fictions littéraires, et puis celui de la réalité physique dans laquelle nous vivons. Merci. Parce que effectivement, on avait déjà eu l'occasion aussi de présenter plusieurs de vos travaux lors d'émissions des littéraneutes passées. Notamment, on avait lu un extrait d'un de vos textes lors des Nuits de la lecture. On avait fait une balade aussi avec vous dans un des mondes virtuels. On aura l'occasion un peu de rediscuter là autour. Et, et du coup, parce qu'on se connaît depuis longtemps, vous et moi, Lorenzo, donc ça fait maintenant 15 ans à peu près qu'on se connaît. Et donc j'ai aussi eu l'occasion d'observer aussi l'évolution de votre pensée et de votre travail. Justement, quand on s'est rencontrés, vous éditiez à ce moment-là, dont vous écriviez votre ouvrage de référence quand même, Gutenberg 2.0, qui a quand Ouais. même qui est resté quand même longtemps un ouvrage de référence sur l'édition numérique et sur les grandes tendances dans le domaine. Et en suivant votre travail, j'ai aussi vu un peu je sais pas si on peut dire vraiment glissement votre pensée, où vous abordez, au fur et à mesure, vous avez commencé à aborder aussi d'autres thématiques. Euh, Peut-être dans ce que vous observiez justement comme glissement dans la manière, ou dans le numérique, comme vous le dites, où la fiction a
tendance à rejoindre la réalité, peut-être plus que dans le monde réel aussi. Je ne sais pas si déjà vous voyez si vous pensez que l'arrivée d'Internet, l'arrivée de nouveaux supports de lecture a pu amplifier cette espèce de mouvement où parfois on ne sait plus trop où est la frontière entre une fiction et une réalité. Bah, disons, ce sont des outils formidables que le numérique a apportés et qui renforcent certaines tendances, je pense, qui existent en l'humain depuis l'aube de l'humanité, à savoir que nous avons un besoin de modéliser et de simuler la réalité pour tenter de la maîtriser ou de nous donner en tout cas l'illusion que nous la maîtrisons. C'est ce que nous voyons notamment avec le métaverse. Ça répond, je pense, à ce qu'on pourrait appeler un invariant anthropologique. On le voit avec les peintures pariétales dans les grottes préhistoriques. Vous avez les peintures sur les parois des grottes et on voit comme elles sont peintes, des fois les silhouettes, par exemple des chevaux ou des bisons, avec juste un petit décalage les uns au-dessus des autres. On s'est rendu compte que si on se mettait dans les conditions supposées être celles de l'époque, c'est-à-dire avec un éclairage, avec des torches, un éclairage naturel, on a l'impression que les animaux peints et les silhouettes bougent un petit peu. C'est une sorte un petit peu de pré-cinéma, de proto-cinéma préhistorique. La simulation de monde et toutes les idées que l'on entend présenter régulièrement comme révolutionnaires, comme quoi nous vivrions peut-être dans une simulation. Bon, ça vient certes de la science-fiction, mais en fin de compte, c'est l'idée qu'il y a aussi dans le mythe de la caverne platonicien. Hein. Donc, je pense que le numérique nous a permis, avec les outils qu'il a apportés, ou des aspects purement pratiques, bon, avec les traitements de texte, la diffusion sur le web, tout ça, pour tout ce qui est, disons, absolument essentiel quand même malgré tout pour diffuser, publier, diffuser sa pensée. Mais bon, on a réussi pendant des millénaires, quand même des siècles, à diffuser sa pensée. Il y avait des réseaux très bien organisés avec l'imprimé notamment. Mais enfin bon, là, ça a ouvert des portes, des champs, mais surtout, je pense que de plus en plus, avec les blogs, puis d'abord, puis après avec les réseaux sociaux, puis maintenant ce qu'on appelle le métaverse, je pense que ce sont des outils qui nous facilitent l'appréhension dans les deux sens, la polysémie du terme appréhension, l'appréhension de ces simulations de mondes possibles qu'on retrouve dans les mondes possibles de la fiction, ou qu'on retrouve aussi, pour ça qu'on aussi de modélisme. Tout à l'heure, on mettait un parallèle entre modélisme et puis simulation. On trouve dans le modélisme. Le modélisme ferroviaire, par exemple, vous voyez des petits trains électriques avec tout un environnement représenté, ça nous fait rêver, ça nous donne envie, comme quand on était enfant, de pouvoir, enfin, quelque part, rentrer dedans et quelque part avoir une certaine maîtrise, un certain contrôle, pouvoir accéder à une certaine intelligibilité du monde par ce truchement-là, un petit peu comme les maisons de poupées, voilà. C'est bien vrai. Et parce que toujours dans votre travail, il y a un terme que vous utilisez souvent, donc je vois souvent revenir, c'est celui de fictionnaute. Oui, Et est-ce que vous pourriez nous le définir, nous expliquer ce que vous entendez par un fictionnaute? Et oui. est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau, je pense que c'est quelque chose, pareil, c'est un invariant anthropologique, mais c'est une façon que j'ai trouvé de nommer, entre guillemets, cela en fonction de mon expérience de lecture et pour pouvoir avancer, d'une part, dans ce que j'appelle sa conscientisation, c'est-à-dire prendre davantage conscience, d'abord moi, et puis j'espère aider les autres, toutes les lectrices et les lecteurs, prendre davantage conscience de notre fictionnaute, et puis après, le rêve ultime, qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, sur notre besoin de simuler la réalité pour essayer d'avoir une certaine maîtrise dessus, d'autonomiser ce fictionnaute. Alors ce fictionnaute, c'est un concept opérationnel, c'est-à-dire ça vise
à ne pas être théorique, mais à vraiment avoir des implications pratiques. C'est donc la définition très claire que je peux vous en donner aujourd'hui, mais qui évolue au fil de mes recherches, au fil du temps. Aujourd'hui, je vous dirais que notre fictionnaute, c'est ce que nous projetons de nous dans le monde de la fiction et de ses personnages quand nous lisons un roman. Ça part d'un constat, c'est corroboré par deux expériences, et puis on retrouve au moins dans la littérature deux témoignages. En tout cas, dans mon parcours de lecteur, il y en a deux qui m'ont profondément marqué, mais il doit bien y en avoir d'autres. Et tout cela, ça fait donc ce constat, ces deux expériences et ces deux témoignages constituent un petit peu un fondement, un substrat à ce concept opérationnel de fictionnaute. Le constat, c'est que quand nous lisons, qu'est-ce qui se passe? Quand nous lisons, nous voyons quelque chose, qui est ce que nous lisons, nous voyons les caractères, nous voyons les mots, nous voyons les phrases, et ce quelque chose que nous voyons nous fait voir autre chose mentalement. Si par exemple je lis le mot girafe, ben, j'aurai une image mentale d'une girafe. Je ne verrai pas la girafe comme si elle était dans la pièce, comme si je la voyais en photo, mais j'aurai quand même une sorte d'image de la girafe. Je ne verrai pas un éléphant ou un camion de pompiers, bon, à moins d'avoir de sérieux problèmes. Donc, il y a quelque chose qui est lu et autre chose qui est vu mentalement. Et donc, je fais l'hypothèse qu'il y a entre cette chose lue et cette chose vue une certaine distance, forcément, une sorte de distance virtuelle qui est mentalement parcourue par le lectrice et la lecteur lorsqu'ils lisent une fiction littéraire, donc notamment lorsqu'ils lisent un roman, qu'ils ont la sensation de se trouver immergés dans ce qu'ils sont en train de lire. Donc ça, c'est le constat. Il y a deux expériences ensuite que nous avons toutes et tous fait, toutes et tous vécu, je pense. C'est que quand nous voyons une adaptation au cinéma ou à la télévision d'un roman que nous avons lu et que nous avons beaucoup aimé, nous voyons bien, nous ressentons aussitôt qu'il y a une différence. On l'exprime de manière différente, mais en gros, en général, c'est je ne le voyais pas comme ça. L'héroïne ou le héros, il n'était pas comme ça dans ma tête. L'environnement où ça se passe, il était différent. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose entre ce que nous lisons et ce que nous voyons, avec constitution d'un monde possible. Deuxième expérience que nous avons aussi tous fait, c'est quand nous voyons un film sous-titré. Et si nous rentrons vraiment dans le film, si nous rentrons vraiment dans l'histoire, que nous sommes portés par l'histoire, nous avons après l'impression d'avoir vu le film, d'avoir entendu le film dans notre langue. Alors qu'en fait, tout le long du film, nous avons lu les sous-titres. Nous avons oublié que nous lisions. On voit bien qu'il se passe quelque chose au niveau de la lecture de texte, quelque chose de vraiment spécifique à la lecture écrite. Et nous voyons donc qu'il y a une bascule dans un autre monde. Alors, deux témoignages qui corroborent ce voyage, ce que j'appelais à un moment le voyage intérieur du lecteur de fiction, avant de forger ce terme de fictionnaute qui, tout le monde s'en sera rendu compte, je pense, c'est très, très simple, c'est le naute du voyageur en grec, c'est le naute qu'il y a dans astronaute, dans cosmonaute, dans spationaute, ou qu'il y avait dans les argonautes. Donc, c'est voyageur dans la fiction. Et donc, avant de forger ce terme de fictionnaute, je parlais de voyage intérieur du lecteur ou de la lectrice de fiction. Premier témoignage que j'ai trouvé, c'est chez Proust, tout simplement, du côté de chez Swann. Il relate l'expérience de lecture pareil, quand il était petit garçon, c'était aussi un grand lecteur comme moi, quand il était chez sa tante Léonie à Combray dans le livre, c'est-à-dire à Illiers dans la réalité. Il y avait dans le jardin devant la maison, il y avait un banc au pied d'un marronnier de mémoire dans ce jardin de Combray, sur lequel il s'asseyait donc pour lire. Et il rentrait dans sa lecture. À côté, si vous voyez les lieux, c'est un endroit qui est inspiré d'un endroit qui existe dans la réalité. C'est intéressant si nous voyons les parallèles. Là, quand on parle de passage réalité-fiction, fiction-réalité, il faut voir que très souvent, il y a des liens, justement, que les auteurs ne seraient que cela s'inspire de lieux souvent réels. Donc, il passait son temps à lire comme ça, et d'un côté, des fois, il avait l'impression quand il regardait l'heure, ou si ses parents, ou sa tante l'appelait,
que le temps était passé très vite. En fin de compte, il y avait eu 2 heures qui étaient passées, mais il avait l'impression qu'il y avait une demi-heure, 3/4 d'heure juste qu'il était tranquille en train de lire. Et puis d'un autre côté, il relate cette expérience une fois, et ben, il n'a pas entendu le coup de 4 heures sonner à l'église. L'église est juste derrière, de côté d'une petite place. On entend très bien sonner toutes les heures à la cloche de l'église, en l'occurrence de Combray. Nous partons dans la fiction. Et puis donc un jour, ben, il s'est rendu compte, et il s'en est souvenu adulte quand il a écrit donc La recherche du temps perdu, et ben, qu'il avait entendu sonner 3 heures, il avait entendu sonner 5 heures, mais les 4 heures, ben, il n'avait pas entendu sonner les 4 heures. Alors qu'il était là sur le banc et physiquement, et que les 4 heures avaient sonné au clocher. Il n'y a pas eu de panne de cloche. Donc le temps passait plus vite quand il était dans le monde de la fiction et plus sur le banc en quelque sorte. Et puis 2, eh ben, il s'absentait. Et il y a le deuxième témoignage qui est très intéressant, c'est que j'ai trouvé chez Pascal Quignard dans un de ses essais qui s'appelle Les ombres errantes. Il rappelle que quand il s'est souvenu que quand il était tout jeune enfant, il y avait une jeune Allemande qui s'occupait de lui. Je vous lis un petit extrait là, parce que je me suis noté, je trouve que c'est très beau. Jusqu'à l'âge de 2 ans, donc, vous voyez qu'il était vraiment petit. Il dit dans Les ombres errantes, au tout début, une jeune Allemande s'occupa de moi jusqu'à l'âge de 2 ans. Le fait qu'elle eût à mes côtés m'ôtait la joie de me trouver près d'elle, parce qu'il me semblait alors qu'elle ne se trouvait pas à mes côtés. Elle n'était pas là, elle était déjà partie, elle était ailleurs, lisant, et séjournait dans un autre royaume. C'est-à-dire que tout petit enfant, déjà à 2 ans, avec une jeune adulte, qui s'occupait de lui, qui était censée donc l'amuser, le divertir, tout, elle se mettait, cette jeune Allemande, à lire, et puis il avait déjà le sentiment que physiquement, elle était là dans la pièce à côté de lui, mais qu'en même temps, comme le jeune Marcel sur son banc, eh ben, elle était ailleurs, elle n'était plus là. Et donc, c'est ça, le fictionnaute, c'est qu'il y a une partie du Marcel Proust et puis une partie de cette jeune Allemande, dont je ne sais pas le nom, je ne sais pas si ça fait se rappelle, qui partait ailleurs. Et c'est cette partie que j'appelle le fictionnaute, que je cherche à conscientiser chez moi, c'est à en prendre davantage conscience, tout simplement, que je cherche par des expériences à rendre plus perceptible aussi aux lectrices et aux lecteurs de fiction, et puis à terme, avec ce rêve un petit peu fou, d'arriver peut-être, dans ce qu'on appelle les rêves lucides, à l'autonomiser, à lui donner une certaine autonomie dans les mondes possibles, les mondes imaginaires des fictions. Vous pouvez nous en dire plus, par exemple, sur les expériences que vous menez? Je crois que vous Oui. avez un projet qui s'appelle De retour à Davos, c'est bien ça? Oui, alors retour à Davos, c'est à partir d'un monde possible de Thomas Mann, inspiré d'un roman qui s'appelle La montagne magique. Ce qui s'est passé, je commençais par le début, dans les années 90, j'ai découvert ce roman, La montagne magique de Thomas Mann, que j'avais jamais lu. Depuis, j'ai lu à peu près tout, pas tout, mais presque tout ce qui est traduit de français de Thomas Mann. Thomas Mann, c'est un grand auteur allemand qui a eu le prix Nobel de littérature en 1929, de mémoire. Et donc, j'ai découvert celui La montagne magique, et je me suis trouvé, c'est un livre qui, en somme, m'a beaucoup plu, et je me suis trouvé un petit peu comme le personnage central du livre, comment dire, envoûté par l'ambiance par le lieu que décrivait ce roman. Alors, en résumé, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Hans Castorp, c'est le personnage principal du livre, donc La montagne magique de Thomas Mann. C'est un jeune homme de bonne famille à Hambourg. Il vient de terminer ses études d'ingénieur dans la construction de bateaux. C'est d'une nature, disons un petit peu fragile. Voilà, il s'est concentré sur ses études en étant sinon assez protégé. On le trouve dans un autre roman qui s'appelle Les Buddenbrück de Thomas Mann. Il y a un petit peu l'idée de fin de race comme ça, donc d'épuisement d'un jeune homme qui arrive un petit peu à la fin d'une lignée de grands commerçants, de grands industriels d'Hambourg. Et donc, quand il vient de terminer juste ses études,
et il doit, après les vacances d'été, commencer son premier travail, rentrer dans une grande industrie d'un chantier naval. Le médecin de famille trouve qu'il est un petit peu anémié et donc dit que ça lui ferait du bien d'aller un petit peu en altitude, à la montagne. Et puis comme il y a le jeune cousin Joachim, le jeune cousin de notre ami Hans, qui lui est sérieusement malade, qui a la tuberculose et qui est dans un sanatorium de luxe à Davos en Suisse, il est convenu que pour une semaine, Hans aille passer une semaine auprès de son cousin dans ce sanatorium au grand air à presque 2000 mètres d'altitude à Davos. C'est là où aujourd'hui, depuis quelques décennies, quelques années en tout cas, il y a le Forum international économique à Davos tous les ans. Donc c'est là et il va pour une semaine. Donc je vais faire court, je suis parti pour raconter tout le roman. Au départ, il arrive pour 7 jours à ce sanatorium qui s'appelle le Berghof à Davos. Et puis en tout, il est envoûté par la magie du lieu, par la sociabilité de l'endroit, et il y reste 7 ans. Il y reste 7 ans jusqu'au coup de tonnerre de la guerre de 14-18, donc 1914, et 1916-1914, ça fait 7 ans. Et c'est un petit peu ce qu'on appelle un roman d'apprentissage ou un roman initiatique où on voit un petit peu l'évolution comme ça d'une jeune personnalité, d'un jeune homme. Et puis c'est un roman qui m'a beaucoup plu. Et puis il s'avère que il m'a tellement plu que j'ai lu et relu comme ça, et je l'ai lu à peu près 14 fois, peut-être un petit peu plus, mais je dis 14 fois parce que symboliquement ça fait 2 fois 7, et vous avez compris que le chiffre 7 dans ce roman de Thomas Mann est important. Donc j'ai lu 4 fois, pas tous les ans, mais des fois un an sur deux, comme ça, pendant plusieurs années. D'abord la traduction, entre guillemets, qui était la seule qui existait en français, la traduction de 1931 de Maurice Betz, qui à l'époque, la plupart des romans allemands étaient traduits en France par ce traducteur. Et puis ça jusqu'en 2006. Mais j'ai eu ce que j'appelle 2 accidents de lecture dans ce parcours, donc de relecture, de 14 relectures de ce roman. Et ce sont ces 2 accidents de lecture qui m'ont amené à pouvoir mettre au point cette expérience, et puis donc qui m'ont aidé à forger ce concept de fiction. Qu'est-ce que vous entendez par accident de lecture? Voilà, le premier, donc c'est à peu près ma 14e relecture, c'est en 2014. Après une énième relecture de ce roman, je l'ai fermé, c'était le soir chez moi, assis sur le canapé, et pendant 1-2 secondes, j'ai eu l'impression très nette que si je posais le livre, que si je me levais et que je sortais, que j'ouvrais la porte-palière de mon appartement, je ne serais plus dans la réalité en 2020 quelque chose à Paris, mais je serais dans un couloir du sanatorium Berghof. Ça a duré très peu, vraiment, je vous dis 1-2 secondes maximum, parce que en même temps j'étais sidéré par cette impression. Et je savais bien que c'était pas vrai, ou si ça avait été vrai, c'est que je basculais quelque part dans la folie, dans une sorte de dire, je suis schizophrène, je sais pas quoi. Et en fin de compte, en fait, d'être au sanatorium Berghof en 1907, entre 1907 et 1914, j'aurais été interné en psychiatrie. Bon. Mais il y a eu quand même ce sentiment, il y a une certitude, dans 1 ou 2 secondes, assez forte pour qu'elle s'ancre en moi. Et à la suite de ça, en 2014, j'ai arrêté de lire. Je me suis dit, ça va, tu vas te calmer, Lorenzo. Tu ne relis pas, tu es assez rentré dedans, en quelque sorte, inconsciemment. Donc, tu ne relis plus ce livre de Thomas Mann. Bon. Et puis, en 2016, il y a une deuxième traduction. Donc, jusqu'à 2016, on a toujours fait, tout le monde, avec cette seule traduction de 1931 de Maurice Betz. En 2016, une nouvelle traduction aux éditions Fayard par Claire de Oliveira. Donc là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de relire, mais à cette nouvelle traduction. Et quand j'ai découvert cette nouvelle traduction, ça a conforté une des expériences sur lesquelles je travaillais dans le cadre de mes recherches sur ce que j'appelle le voyage intérieur du lecteur de fiction. C'est-à-dire, je me suis rendu compte, j'ai comparé les 2 traductions. Et entre les 2 traductions, la traduction de 1931 et la traduction de 2016,
C'est bien sûr exactement le même roman, les mêmes personnages, la même histoire, bien que Cœur de Elvira change un petit peu des fois le nom de certains personnages, mais il y a un petit décalage. Et ce petit décalage entre les deux traductions est comme une sorte d'interstice, si vous voulez, de fente, de passage métaleptique, on appelle ça des métalepses en narratologie, c'est-à-dire quand on bascule d'un registre de réalité à un autre. C'est un passage, en fin de compte, pour passer peut-être de la réalité à la fiction. Alors en 2020, pendant le grand confinement du printemps 2020, j'avais participé à un séminaire qui s'appelait Imaginaire et technologie, autour sur du thème qui était organisé par le psychanalyste lacanien, dont le prénom m'échappe, l'enseigne, mais le prénom m'échappe. Et donc, dans ce séminaire, j'avais proposé déjà une première petite expérience. J'avais pris un petit extrait tout petit du livre de la traduction de 1931 de Maurice Betts, qui est l'arrivée d'Hans au sanatorium, au Berghof. Donc il arrive un soir, son cousin va le chercher à la gare, et puis il arrive au sanatorium, donc c'est une porte à tambour, il passe la porte à tambour, il rentre, il y a le concierge qui est un peu comme un grand hôtel de luxe, c'est un sanatorium de luxe. Il est accueilli, voilà. Donc je lisais cette petite scène, qui fait quelques dizaines de lignes, première traduction. Je relisais la même scène exactement, mais avec la traduction de Pierre d'Oliveira. Et puis, une troisième scène où je me mettais moi en jeu, c'est-à-dire aussi, moi, Lorenzo Cavo, pour conscientiser mon fictionnaute dans cette histoire, comment faire. Je me suis dit, bon, on va dire que je suis arrivé, moi, la veille. Je suis arrivé la veille, j'ai dormi, je passe une première journée au Berghof, et puis là, le lendemain, je vais assister en réel, je vais assister à l'arrivée d'Hans au sanatorium. Et donc, j'ai lu une troisième version où moi, je descends un petit peu avant, je me mets dans un salon juste mitoyen du hall d'entrée du sanatorium. Quand j'entends la voiture arriver, hop, je sors du salon, eux, je sais qu'ils passent à la porte tambour, je jette un petit coup d'œil, je les vois, et puis je remonte à ma chambre par l'escalier. Je prends pas l'ascenseur, parce que je sais qu'ils vont prendre l'ascenseur. Voilà. Et donc, j'ai travaillé d'abord juste avec cette scène et ces trois écritures. Et puis après, j'ai eu l'idée, comme ça, de me lancer dans l'expérience qui donc s'appelle Retour à Davos sur la plateforme Panodyssée depuis janvier de cette année, dans laquelle alors on peut dire que je réécris, quelque part je réécris, mais entre guillemets, je reparcours, si vous voulez, tout le roman de Thomas Mann, avec cette idée, j'arrive la veille, et puis je réécris tout, mais avec un personnage en plus, dans le roman Thomas Mann, qui s'appelle Lorenzo Socavo. Alors avec bien sûr tout ce que ça peut supposé et tout ce que je découvre. Maintenant, c'est une expérience hebdomadaire, un rythme de publication hebdomadaire en deux phases, et puis que je découvre en la vivant, c'est du direct live, si je puis dire. Parce que vous essayez aussi d'embarquer beaucoup vos lecteurs aussi dans cette exploration, dans cette expérience. Et Bien sûr. D'un côté, ce travail sur mon fictionneur, ce travail où je me prends un petit peu moi-même comme cobaye, à terme, a pour ambition d'aider toutes les lectrices et tous les lecteurs de fiction à prendre davantage conscience de leur fictionnaute et plus globalement à travailler ou à faire travailler, si je puis dire justement, cette frontière entre guillemets entre la réalité et la fiction. Là, sur un aspect très concret, ce que je fais, une semaine, je publie donc sur Panodyssée un chapitre fictionnel, donc où j'essaie, c'est pas impossible de suivre le découpage du roman d'origine, enfin, où j'essaie de suivre en tout cas la narration du roman. Donc une semaine, un vendredi, un chapitre fictionnel où sur le modèle de ce que je vous disais, je vous expliquais à l'instant, de ma projection de l'arrivée dans ce castor. Donc je suis, moi, au sanatorium du Berghof en 1907, je suis un résident du sanatorium. Et puis le vendredi suivant,
un chapitre plus backstage, plus making of, c'est-à-dire là où je fais état des difficultés que je rencontre dans cette expérience, dans ce travail, de ce que je ressens, de ce qui se passe. Pour l'instant, j'ai constaté quelques effets. Déjà, les premiers, qui étaient plus ou moins attendus, auxquels j'ai plus ou moins pensé avant de me lancer, c'est-à-dire déjà des points qu'on pourrait dire un petit peu borgésiens, c'est-à-dire qu'on retrouve dans les nouvelles, dans les textes de Borges, à savoir que par exemple, je ne peux pas être ma chambre au Saint-Antoine, ne peut pas être à côté de celle de Hans, puisque dans le livre, Thomas Mann dit par des personnes qui sont dans les chambres mitoyennes de celle de Hans. Donc ma chambre est forcément ailleurs. Je ne peux pas être à sa table non plus, parce que bien sûr Thomas Mann présente toutes les personnes qui sont à la même table dans la salle à manger. Donc il y a des choses là qui sont impossibles. Parce que sinon, en théorie, si on joue le jeu et si on rentre un petit peu euh, dans cette spirale, si vous voulez, borgésienne, je devrais apparaître, mon nom devrait apparaître dans le roman. Or, il ne parle pas de moi, Thomas Mann. J'ai lu justement 14 fois. Thomas Mann ne parle pas de moi dans ce roman. Et puis, si les personnes qui vont le lire maintenant, ils ne verront pas, ils ne doivent pas me voir apparaître. Donc, il y a ça qui joue. Il y a aussi le fait, je m'y attendais, mais ça m'a surpris, d'une certaine pression dans la vie réelle, entre guillemets, dans la vie de tous les jours. Je peux avoir, comme tout le monde, des fois des intuitions, enfin, je peux avoir une pression. Là, il y a des choses que je sais, par exemple, je savais que quand j'allais arriver à la gare de Davos, la personne qui allait venir me chercher et porter mes bagages depuis le Berghof, depuis le Saint-Orion, parce qu'il est envoyé par le Saint-Orion pour m'accueillir, boitait. Je sais que c'est un homme qui boite. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça que je sais avant, bien sûr. Mais le plus inattendu, et pour l'instant le plus difficile oui, enfin, il y a un aspect qui est difficile à vivre. Mais le plus attendu, ça a été quand même mon rapport au personnage. Parce que ça a démarré en janvier, donc je suis quand même maintenant au chapitre 6 ou 7. Les personnages, par rapport à ce que je ressentais, la sympathie ou l'empathie que j'avais pour eux comme lecteur, notamment le personnage principal, là, les personnages me sont plutôt antipathiques. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quoi dire pourquoi. Je les vois avec un autre regard. C'est d'autres personnes plutôt avec lesquelles j'ai envie de sympathiser, mais les personnages me sont plutôt antipathiques et je suis moins dupe des procédés d'auteur de Thomas Mann. C'est-à-dire, bon, bien sûr, en amont, j'ai pas seulement lu 14 fois le roman, mais quand je préparais cette expérience à la fin de l'année précédente, en fin 2021, avec des tests qui sont aussi sur Panodicée, là, ça s'appelle Opération Montagne Magique. C'est tous des textes en accès gratuit, ceux-là, en accès libre. Et dans ces textes, je prépare, si vous voulez, donc mon voyage à Davos, qui s'appelle donc Retour à Davos, cette expérience. Je le prépare. Et donc, j'ai aussi beaucoup lu autour de Thomas Mann et autour de cette expérience. Thomas Mann, il s'est basé sur un séjour réel qu'il avait fait. Il avait accompagné sa femme, donc quelques années avant d'écrire ce livre, au tout début des années 1900. Il avait accompagné sa femme à Davos, dans un sanatorium qui s'appelle le Schwarzalp. Enfin, aujourd'hui, ça s'appelle le Schwarzalp. C'est un grand hôtel de luxe à Davos qui existe toujours. Ils sont d'ailleurs très fiers d'avoir accueilli Thomas Mann et son épouse et d'avoir inspiré le sanatorium du Berghof. Et beaucoup des personnages, en fin de compte, du livre de Thomas Mann sont un petit peu des caricatures de personnes qu'il avait rencontrées sur place quand il avait accompagné sa femme à ce séjour de santé à Davos. Et ce qui passait, si vous voulez, dans un flux romanesque, là, en me mettant, moi, en devenant un personnage de ce monde, un personnage de cette fiction de Thomas Mann, je vois un petit, je vois un peu l'envers l'arrière, le derrière, si vous voulez, du décor et de ce qui a pu se passer dans la tête de Thomas Mann. Et un petit peu, c'est un auteur qui est très, très spirituel, mais qui a la grandeur, si je puis dire. Et donc, je vois un petit peu comment Thomas Mann a traité certains personnages
Et donc ça change mon rapport. Et donc ça c'est une découverte. Et la plus grande découverte, peut-être, et en travaillant donc depuis des années, moi je lis sur la réalité fiction, au grand confinement, je reviens sur mon grand confinement du printemps 2020, j'avais lu L'Hussard sur le toit de Jean Giono. Et dans Le Hussard sur le toit de Jean Giono, il y a un moment où le héros, justement dans cette situation, ça allait bien que la pandémie qui commençait juste à l'époque, qui nous inquiétait beaucoup plus qu'aujourd'hui, et puis donc ce confinement, c'est une épidémie de choléra donc en Provence. C'est connu, il y a un film qui a été fait, ou un film sur l'histoire sur le toit, donc je pense que les gens connaissent un peu l'histoire. Le héros, à un moment, a une impression de surréalité. C'est-à-dire, il a l'impression que le réel est tellement puissant, tellement fort, tellement intense à vivre, qu'il dépasse presque les conditions si vous voulez, de perception normale dans la vie quotidienne du réel. Et là, Jean Genot note quelque chose de très important. Pareil, je l'ai noté, je vais vous le lire. Il dit que quand les limites s'effacent entre le réel et les réels, on pourrait dire entre le réel et la fiction, quand les limites s'effacent et qu'on peut passer librement de l'un dans l'autre, le premier sentiment qu'on éprouve, contrairement à ce qu'on croit, est le sentiment que la prison s'est rétrécie. Et c'est vrai. Je peux en témoigner, en tout cas avec mon expérience subjective que je mène actuellement hebdomadairement avec retour à Davos au panneau d'Odyssée. On pourrait croire qu'en fin de compte, de rentrer comme ça dans une fiction et d'arriver de basculer plus ou moins librement entre le réel et la fiction, le réel et l'irréel, on aurait un grand sentiment d'ouverture, de liberté. Eh bien non, en effet, on a au contraire le sentiment d'être davantage enfermé, davantage contraint dans ces limites de la fiction. Bon, c'est très intéressant. On aimerait bien pouvoir discuter encore longtemps de cette thématique. Alors, j'espère qu'on aura encore l'occasion de vous inviter souvent aussi sur ces aspects-là. Avec plaisir. Et c'est très probable. Et donc, quand la vidéo sera diffusée aussi en direct ou même en différé, on indiquera aussi les liens vers Panodyssée, là, pour que les Oui. personnes puissent découvrir aussi plus en détail votre travail. Bah, écoutez, notre petit échange va bientôt s'achever. J'ai juste une petite question rapide. Peut-être, comme je disais, je suis vos actualités depuis un moment. Et je veux aussi que vous intervenez assez souvent autour des métavers. Peut-être vous pouvez juste nous dire deux petits mots là-dessus et peut-être un peu ce que vous prévoyez comme intervention ou là où est-ce qu'on peut vous trouver sur ces thématiques en deux trois minutes. Oui, pour me trouver sur ces thématiques, le mieux c'est de suivre à partir de mon blog. Je pense que prospective de la lecture .blogspot.com en prospective de la lecture en amos, pareil, ça sera dans les liens, je pense, avec ceux de Panodyssée. Ce que je fais, c'est que bon, je suis donc sur ces mondes, ce qu'on appelle aujourd'hui métaverse depuis 2006, c'est-à-dire depuis que sur Second Life, il y a eu là, il a commencé à y avoir quelques communautés francophones et puis que ce qu'on appelle la voix est arrivée sur Second Life, parce qu'au début les échanges étaient qu'en chat texte. Donc là, j'ai été sur ce type d'univers, pareil, pour essayer de voir ce qui était possible en termes de médiation du livre et de la lecture, qu'est-ce qui pouvait se passer. Et puis, je rejoins très tôt ce qu'on appelle les open sim, qui sont des métaverses open source, qui sont basés au départ sur le code source, le même code source que celui de Second Life, mais qui sont libres et gratuits et qui sont plus centrés sur des contenus culturels. Ce qu'il y a, c'est que depuis une petite année, depuis que Facebook a changé de nom, s'est appelé Meta, et puis a annoncé son métaverse sous le nom Horizon Worlds, il y a un petit peu tout et n'importe quoi qui se dit dans les médias, notamment les médias en ligne, tout simplement pour faire du clic et pour faire tourner la publicité en ligne.
Ça, d'une part. Donc, il y a beaucoup de mésinformations, de contre-informations sur ce qu'est vraiment le métaverse et surtout sur sa nouveauté. Parce qu'en fin de compte, premier métaverse, ça j'ai pas les dates en tête, c'était à la fin des années 90, c'était fait par le Canal+. Canal+ avait dupliqué tout Paris en 3D avec la possibilité de se projeter à l'intérieur avec un avatar. C'est ce que j'explique dans mes conférences. Vous en trouverez des échos, puis des résumés sur mon blog. Donc c'est pas nouveau. Comme écrit, comment elle s'appelait, Prévert dans Les Enfants du Paradis, la nouveauté c'est vieux comme le monde. Donc c'est vraiment ça, parce que oui, c'est la simulation, c'est notre désir de simulation, c'est simulation. Un métavers, c'est une simulation numérique du monde, voilà, ou d'un monde possible. Voilà. Et donc, je vous dis c'est l'idée qu'il y avait déjà un peu dans la caverne de Platon ou de nos ancêtres quand ils peignaient les parois de grotte. Donc, c'est pas nouveau. Il n'y a pas un métavers, il y a des métaverses. Et puis, bien, il y a possibilité, en tout cas, ça ouvre. Si en travaillant sur ce rapport fiction, réalité, et puis peut-être en voyant le lien de parenté qu'il pourrait y avoir entre notre fictionnaute, que je vous l'ai défini précédemment, et puis l'avatar, ce que nous projetons de nous, cette représentation de nous, que nous projetons, que nous faisons évoluer, bouger, et avec lesquels nous parlons dans ces métaverses. Là, il y a aussi des parallèles intéressants à faire. Alors moi, je travaille beaucoup donc avec un collectif qui s'appelle i3dim pour Internet 3 dimensions de Cheney Wiz et puis avec Atre Webart. Et nous sommes sur un métaverse qui s'appelle OSGrid, c'est-à-dire Open Simulator Grid, qui est la grille 3D de la communauté internationale des développeurs d'Open Simulator, donc de ce logiciel libre. Et puis, on développe notamment des projets. La bibliosphère que vous aviez visitée, avec laquelle déjà nous avons fait une émission. Nous développons différents projets pour essayer de tester, d'expérimenter, toujours des sortes d'expérimentations, soit de spectacles théâtraux, de lecture, de rencontres littéraires, enfin avec un café littéraire, tout simplement, comme on ferait dans la réalité, mais ça permet bien à nos avatars de se connecter, notamment d'écouter des auteurs québécois en temps réel, connectés avec nous au café, comme si nous étions réellement ensemble dans un café à Paris ou ailleurs. Parfois, il est dans un métaverse. Voilà, différents spectacles, différentes choses, des prototypes de bibliothèques, de librairies, voilà, des possibilités d'ateliers d'écriture. Il y a énormément de projets comme ça possibles autour de médiation, d'évolution des médiations du livre et de la lecture sur lesquels nous travaillons. Oui, tout à fait. On avait effectivement commencé à faire une déambulation avec vous Oui, il y a quelques mois. Donc, on remettra aussi le lien vers cette vidéo pour les personnes qui souhaitent explorer un peu plus aussi les littératures numériques dans le métavers et la médiation aussi autour du livre qui peut exister dans certains univers virtuels libres. Monsieur Socavo, on vous remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et voilà, on vous souhaite une bonne continuation et une bonne chance dans vos explorations de votre fictionnote. merci, merci Laurent. De rien. Bonne journée.